Bonsoir. Toute la Côte d'Ivoire était suspendue hier aux lèvres du président du Conseil constitutionnel. Mamadou Koné a annoncé la liste définitive des candidatures retenues pour la présidentielle. 4 candidats ont été retenus par l'institution pour se présenter aux élections. La publication de cette liste a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Nous y reviendrons. La jeunesse ivoirienne au cœur de nos préoccupations. Quel avenir pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Quelles perspectives s'ouvrent à eux dans la Côte d'Ivoire de demain? Notre invité du jour est le premier concerné de la question, sur cette question de l'insertion de notre jeunesse dans le tissu social. Il est le ministre de la promotion jeune, de la jeunesse et de l'emploi jeune. Mamadou Touré nous rejoindra sur le plateau en cours d'émission. Débat, analyse, décryptage, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité. C'est dans le Live Talk. Bienvenue! Je vous le promettais hier, notre équipe serait au grand complet. Elle nous a rejoint, Sophie Aïda. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Ruth. Bien, les vacances ont été un peu plus prolongées que celles des autres. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi non plus, je n'ai pas bien entendu. Oui. En tout cas, tout le monde est... hier soir, tu sais. Ah ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des photos pour preuve. Voilà. Notre Sunshine Maison est de retour, ça nous fait plaisir. Hi, guys. Content de te retrouver, Sophie. À côté de Sophie Aïda, il y a Edith Brou-Bleu. Bonsoir Brice. En noir et blanc. Merci pour la couleur. Ouais, c'est bien. J'ai décidé de... Tu ne me lâches pas. Non, pas du tout, pas du tout. Noir et blanc. Noir et blanc, blanc et noir. Belle couleur. Vous connaissez En rouge et noir. Vous connaissez la chanson? Un peu. D'accord. En rouge et blanc. Ryan Nazi est en rouge blanc. Tu sais, la Réal a suivi. Elle a dit, qui c'est qui est en rouge et noir sur le plateau? Non, c'était Ryan Nazi en rouge et blanc. Très belle transition. Bonsoir, ça va très bien. Bon retour à Sophie surtout. Thank you, happy birthday. Même si je suis venue après, j'ai quand même pu souhaiter joyeux anniversaire. Mais c'était pas comme quand on était sur le plateau. Il y avait un moment magique sur le plateau avec les gâteaux et tout ça. Serge Kouachi est en rouge et bleu. Bonsoir. J'irai plus haut que les montagnes de mon cœur, je pense. Oui. Rouge et noir. Des envolées lyriques. Ben oui, bonsoir Brice. Le ton est à la gaieté sur le plateau. Bon, on voudrait, avant tout le live actu, souhaiter également un joyeux anniversaire à Vibe Radio. Eh oui, donc c'est le birthday. 5e anniversaire. Ouais. Ça fait 5 ans que Vibe Radio inonde vos journées au quotidien et ça fait plaisir de pouvoir le célébrer, le souhaiter sur ces antennes de Live TV. Ouais, le son de la bonne humeur, 94.6, écoutez la radio. Vous nous en direz des nouvelles, en tout cas vous ressortirez en très bonne forme, en très bonne humeur. Sur ces belles paroles responsables, on va entamer notre parcours maintenant avec tout ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est sans tarder dans le Live Actu. Évidemment, Live Actu, entièrement, j'ai envie de dire, consacré à... Quoi dire d'autre, Ah bah oui, quand même, à la présidentielle, ce qui fait l'actualité. Cette présidentielle 2020 avec la validation par le Conseil constitutionnel des candidatures. Et déjà, le point des 4 candidatures retenues, on le disait tout à l'heure, avec vous, Edith, ils sont 4. Ils sont 4, ça va être... Que dire d'eux? Ça va être très rapide. Donc, on a 4 candidatures retenues sur 40 au total, dont une candidature indépendante. Tout d'abord, celle de Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Ensuite, celle de Henri Konan Bédié, candidat ténor du PDCI-RDA. Pascal Afine-Guessan, candidat du FPI. Et Kwadjo Konan-Bertin, dit KKB, candidat indépendant et dissident du PDCI-RDA. Alors, 4 constats. Tout d'abord, le premier, qui peut peut-être paraître anodin, mais on a quand même relevé ce détail. Les 3 candidatures portées par des partis politiques, en tout cas les 3 candidats portés par des partis politiques, sont tous les 3 nés un 1er janvier. On dit souvent... Je me rappelle à l'époque, on disait souvent né vert, et en général on met 1er janvier, mais bon, c'est un détail qui peut paraître anodin. C'est juste, non, ça n'a rien de drôle, c'est juste que ça nous envoie dans une époque qui est très lointaine. Qui est très donc, lointaine, veut dire que ces effectivement. candidats-là sont d'un certain âge. D'un certain âge, effectivement. Le 1er janvier, quand même. Et on peut comprendre pourquoi peut-être ils sont si liés depuis toutes ces années au final. Oh, il n'y a aucun lien. Je promets qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Ensuite, le constat numéro 2. Non, vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun rapport? Aucun. Tu me laisses relever mon point, c'est un constat. Pour certains, ils se connaissent depuis longtemps, donc aucun Pas rapport. depuis le 1er janvier. Non. Bon, ça va. Je m'arrête là. On n'est pas tous d'accord sur ça, donc je m'arrête. Ensuite, le constat numéro 2, tous les 3 candidats portés par des partis
politiques ont déjà une expérience au niveau de la gestion des affaires publiques, donc de l'exécutif. On a notamment Alassane Ouattara qui a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1990 à 1993 et qui est jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, président de la République de Côte d'Ivoire. On a également Henri Konan Bédié, qui est l'ancien président de la République, qui a été président de 1993 à 1999. Et enfin, Pascal Afine-Guessan, qui a été le 4e Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2003. Troisième constat, Henri Konan Bédié, qui est le plus vieux, qui est le doyen, le dinosaure, et Kakabé, qui est le plus jeune, en tout cas des 4 candidatures retenues. Allez, je préfère le plus âgé. Le plus âgé. Le plus jeune. Dinosaure aussi, c'est assez respectable. Oui, Non, c'est vieux qui posait problème à Serge Kouachi. C'est vieux. Et tous les deux sont issus du vivier de la marmite du PDCI RDA. Et enfin, Comme quoi, dans les vieilles marmites, nous faisons les bonnes Bonnes sauces. sauces. Merci. Ah, vous acceptez vieille dans ce cas-là? marmites. Et enfin, le 4e constat, les candidats Henri Konan Bédié et Kakabé sont tous les deux planteurs et de purs produits, en tout cas du syndicat agricole africain, SAA comme on l'appelait à l'époque, qui a été créé en 1944 par Félix Houphouët-Boigny et qui disait à l'époque le succès de ce pays repose sur l'agriculture et on constate qu'ils ont ça en commun, tous les deux planteurs. Relever ce point veut dire... Et je pense qu'on a découvert notamment ce métier, le métier en tout cas de Kakabé. Ah oui, sur le plateau, exactement. Lorsqu'il était... Ouais, il a dit Lorsque qu'il tu était- relèves ce point, tu veux dire qu'il y aurait peut-être des similitudes dans les visions, peut-être dans... C'est de père en fils. Je pense que D'accord. ça a été son mentor. C'est son mentor, certainement. Donc, forcément, ils ont ça en partage. Non, quand vous dites qu'il est planteur, non, il y a surtout qu'on a découvert une nouvelle expression. Et ça, c'est un exercice, je m'y donne à cœur joie. Alassane Ouattara, se disant économiste, est né le 1er janvier. Henri Konan Bédié, se disant planteur. Et Pascal Afine-Guessan, se disant... Ouais, voilà que je fasse. Ingénieur de Se télécommunications. disant ingénieur de télécommunications. Et Kakabé, se disant... Planteur. Voilà. John Sombo, se disant Se dit- propulseur d'avion. Et rappelons également que Kakabé a aussi été malheureusement un candidat malheureux à la présidentielle de 2015. Voilà. Et il était toujours indépendant pour cette candidature. D'accord, ils ont tous frôlé un peu cet exercice-là? Ils sont déjà rodés, donc ils seront sur le terrain de la bataille. On va voir ce que D'accord. ça va donner. Côté des candidats rejetés, un petit point avec vous, Serge Alors, Kouachi. un petit point, peut-être pas. Recalé. On va s'attarder également sur des expressions qu'on a pu découvrir hier. Allez, pour vous, c'était peut-être se disant, mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'était plutôt exclusion. Exclusion car ayant, exclusion car le prétendant. Enfin bref, donc vous l'aurez compris, 40 candidatures rejetées sur 44. C'est quand même énorme, ça vous fait un taux de 90,90%. Donc c'est un taux de rejet record, comme on le disait ici hier pour cette année 2020. On a eu 73,68% en 2000, 14 candidatures rejetées sur 19, 30% en 2010, 6 candidatures rejetées sur 20 et 69,70% en 2015, 23 candidatures rejetées sur 33. Et on le rappelle, peut-être pour notre Shine qui est arrivé en pleine soirée, que toutes les candidatures féminines ont été rejetées. Notamment celle de Bladi Désier Marie-Karine, que nous avons reçue sur ce plateau, épouse Avison. Miandiga Madeleine, épouse Blé. Et Atia Sylvie Aya, épouse Soto. Elles ont toutes fait l'objet de rejet. Si vous voulez, je pourrais m'attarder également sur ces candidatures rejetées, car au nombre de celles-ci figure celle de M. Laurent Gbagbo, jugé irrecevable, pour revenir sur ces termes que nous avons découverts pour certains hier. Jugé irrecevable, pourquoi ? Parce qu'elle ne figure pas sur la liste électorale. Voilà. Soro Guillaume, jugé irrecevable. Pourquoi ? Pour exclusion de la liste électorale. Mabry Touaqueuse Albert, jugé irrecevable. Un mouchoir, s'il vous plaît. Car ayant obtenu 1% de l'électorat local dans 6 régions du district, j'ai pas de fourrure mais bon. Mamadou Koulibaly jugé irrecevable, car ayant obtenu 1% de l'électorat local dans 15 régions ou districts autonomes sur les 17. Monsieur Mabry Touaqueuse, c'était 1% sur 6 régions
plutôt que de 17 régions. Monsieur Marcela Montano, jugé irrecevable également, car le prétendant parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans 13 régions et districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Et monsieur Niamien Conan, jugé irrecevable également, car ayant obtenu 1% de l'électorat local dans les 10 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. J'avais vraiment voulu m'exercer à cela. Et ce n'est seulement que sur ces quelques candidatures rejetées, histoire de vous dire qu'effectivement, toutes ces gouttes de sueur que nous avons pu voir sur le président du Conseil constitutionnel hier, c'était vraiment mérité parce que c'est quand même un long travail. De dicter tout ceci, c'est fastidieux, très franchement. Et puis, je me rappelle que Ryan on a parlé hier des 1% de l'électorat local. Je pense que ça a été vraiment compliqué pour tous ces candidats de pouvoir avoir rassemblé sur les 17 régions. Mais quand même, on voit bien qu'un des points qui a quand même posé problème apparemment, c'est justement la caution de 50 millions. Certains ont été recalés à cause de la caution, d'autres pour le parrainage. Et je pense que c'est pour le parrainage. Exclusion de la liste électorale. Voilà, exclusion. Et puis, est-ce que qui auraient déposé des chèques barrés, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, quelques réactions. Je vais en prendre deux, malheureusement, assez rapidement, de certains qui sont peut-être pas très contents. Alors non, moi j'ai plutôt une réaction de quelqu'un qui est content. Ah oui. J'aimerais, oui. Donc Henri Conan-Bédier. Il n'est pas très content, je pense. Il est content, mais bon, oui, c'est mitigé, mais bon, il réagit. Il a réagi. Et puis sa candidature a été acceptée. Donc bon. Alors il a dit « J'ai pris acte de la validation de ma candidature par le Conseil constitutionnel. Je dénonce cependant la validation de la candidature inconstitutionnelle de M. Alassane Ouattara et l'exclusion arbitraire et antidémocratique de leaders politiques majeurs, notamment Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Mabry Touakeus, Mamadou Koulibaly et Amontano Marcel. Nous devons demeurer en ordre de marche pour l'alternance démocratique en vue de la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. » Il l'a fait. Son discours, il a donné sa réaction, mais je pense que voilà, il est quand même content oui, c'est mitigé, mais je ne dirais pas qu'il n'est pas content. Il n'est pas satisfait, oui. Il n'est pas satisfait. Non, moi je dirais mitigé simplement par les faits, parce que justement nous avons ce candidat-là qui va se faire investir à Yamoussoukro avec, on annonce 25 000 personnes, voire un peu plus selon les organisateurs et de quel côté on se situe. Vous avez une personne donc qui est définitivement engagée dans le processus électoral, qui veut aller aux élections. Mais on va aux élections en se présentant naturellement face au président sortant, qui lui également est candidat. Donc ça veut dire qu'on accepte cette situation-là. Donc aujourd'hui, dire que je dénonce cette candidature comme étant inconstitutionnelle, je trouve ça bon, allez. Il aurait peut-être préféré se retrouver dans la position où il y a une candidature qui est jugée inconstitutionnelle qui ne soit pas présente. Voilà. Tout à fait. Alors moi, j'aimerais venir sur la réaction de Simone Gbagbo, qui, elle, par contre, a appelé à un consensus, donc à un réexamen des modalités de la présidentielle d'octobre, parce qu'elle juge que les critères d'éligibilité ne sont pas assez, on va dire, Elle dit en ces termes, les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. Il faut que nous nous asseyions pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyions tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Je considère qu'il n'est pas trop tard. Moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Asseyons-nous et discutons. Ça, c'est des paroles qu'on a souvent entendues dans la politique d'accalmie en Côte d'Ivoire. C'est des paroles qui pourraient même être résumées à une sorte de peut-être possible report. C'est comme si elle appelait à un possible report, parce que lorsqu'on parle de revisiter les modalités, on est à un mois, on va dire, de la prochaine élection. Révisiter les modalités, consensus, discuter. Je pense que ça ne jette pas d'huile sur le feu. Non, ça ne jette pas d'huile sur le feu, c'est assez Il modéré. n'est pas trop tard, on se demande, il n'est pas trop tard. Pourquoi ? Puisqu'on estime que la décision est avocable quand même. On s'apprête à le dire. Ok, bien noté, messieurs, mesdames, sur ce plateau. Après notre tour de l'actualité, on va découvrir ensemble la phrase choc. Et je crois qu'elle est dans la logique de ces réactions-là. C'est dans le lu, vu et entendu. Et l'auteur du lu, vu et entendu est l'ancien président de l'Assemblée nationale, après l'annonce de la liste des candidatures retenues pour la présidentielle. Guillaume Soro Kibafori s'est exprimé sur sa page Facebook. On a tous vu et lu ce qui a été dit. Vous l'avez certainement sur vos écrans. Oui, tout à fait. Alors, on a vu cette réaction sur les réseaux sociaux de M. Soro Kibafori et Guillaume, mais ce que nous pouvons retenir, je pense, en analyse, c'est quand même des phrases assez fortes.
qui peuvent en choquer certains, voire même la plupart des personnes lisant ces déclarations-là, notamment celles qui sont surlignées sur votre écran. Nous ne pouvons accepter ce coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. Alors, M. Soro-Guillaume déclare que les décisions du Conseil constitutionnel sont en fait un coup d'État. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose d'assez fort à retenir de ce message-là. Et surtout aussi, lorsqu'il parle dans le dernier paragraphe, nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous la gagnerons sans aucun doute. Je trouve que la fin déjà augure d'une situation dans laquelle peut-être on ne veut pas se retrouver, dans laquelle on s'était déjà retrouvé il y a quelques années. Et surtout, le mot combat. Surtout le mot combat, je trouve que c'est un message assez guerrier. La conclusion est assez dure. Et pour une décision qui a été prise et qui est irrévocable, lorsqu'on dit que dans ces circonstances, on annonce que nous nous engagerons dans une étape nouvelle de notre combat, de quelle étape nouvelle parlons-nous? Quel type de combat? Exactement. Quel type d'armes À un mois de l'élection présidentielle, à quel type d'étape nouvelle nous adressons? Est-ce qu'il s'agit de se projeter dans 5 ans pour la prochaine élection présidentielle ou dans les prochaines semaines, sachant que pour ce qu'on voit, pour ce qu'on constate, le candidat Soro-Guillaume, en tout cas sur le territoire ou peut-être même dans la sous-région, n'a pas forcément des alliés. Dans les différents rapprochements qu'on a vus récemment, on a vu que Henri Konan Bédié avait rencontré Marcela Montano, il y avait eu des rapprochements. On a vu que Mabry Touakeuse également avait eu des rapprochements avec Affine Guessan. Est-ce qu'on peut s'attendre, pourquoi pas, justement, à ce rapprochement avec le PDCI et avec la coalition de l'opposition? Pourquoi pas? Peut-être que ce serait là, ce combat-là. Exactement, parce que même dans le discours, en tout cas dans la petite adresse de Henri Konan Bédié sur ses réseaux sociaux, il a cité notamment Soro-Guillaume parmi les candidats dont la candidature a été rejetée. Est-ce qu'il n'y aura pas de rapprochement entre eux? Mais je trouve que le mot âpre et le mot combat, pour une nouvelle étape... C'est vrai que le champ lexical n'est pas doux. Non, mais si on est dans cette logique-là, et quand on remonte à la déclaration du candidat Henri Konan Bédié, qui lui, malgré sa candidature acceptée, nous dit qu'il dénonce quand même la candidature anticonstitutionnelle du président sortant Alassane Ouattara, ça vous plonge déjà dans un combat, même après cette décision-là, même après qu'on ait accepté sa candidature à lui-même. Donc peut-être qu'il va rejoindre ce combat. Si ces mots avaient été prononcés par quelqu'un d'autre, il aurait la même connotation? Ou est-ce que c'est parce que c'est Soro-Guillaume qui dit combat que ça prend cette connotation-là? Parce qu'il a un passif aussi de combattant. Il n'a pas un long passif de combattant politique. Mais dans la FESI aussi. Je veux dire, quand je veux dire politique, par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui, quand vous faites vos armes dans la politique, vous commencez dans le syndicalisme. De toute façon, on a toujours parlé de combat pour la démocratie. Non, mais je pense que vu la situation actuelle, l'atmosphère, peu importe le candidat ou la personne qui aurait cité ces mots-là, on aurait senti quand même... Mabry Touakeuse l'aurait dit que ça aurait la même connotation. En tout cas, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire par rapport à Soro-Guillaume et pour terminer, pour ne pas que mes propos soient mal interprétés, je sais que sa carrière politique quand même est longue, mais il a commencé depuis qu'il est étudiant. Mais je veux dire, et pour répondre à votre question, on se souvient de lui au devant de la rébellion, et ça fait partie de l'histoire de notre pays. Donc du coup, cette rébellion-là lui permet d'accéder aujourd'hui à un certain niveau de responsabilité au niveau politique, et c'est de cela que je voulais parler. Donc lui, effectivement, quand il sort ce mot combat, ça fait beaucoup plus peur que si d'autres personnes l'avaient sorti. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui est venue appuyer ce propos, justement, c'est la déclaration justement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est sortie aujourd'hui. Et dans cette déclaration, ils ont tranché en faveur du malheureux candidat Soro-Guillaume en ordonnant à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution de tous les actes pris à l'encontre du requérant, subséquemment à l'ordonnance du 22 avril 2020 jusqu'à la décision de la Cour. Et entre autres, il demande de lui restituer justement ses droits de vote et ses droits d'être voté. Donc, en ce qui concerne le droit d'être voté, étant donné que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable, on se demande si ça pourra se faire. Et je ne pense pas, au vu des textes qui sont en vigueur actuellement. Mais en ce qui concerne le droit de voter, ça peut être vu. Il y a des possibilités parce qu'on sait que la liste électorale n'est pas encore définitive. Du moins, la définitive n'est pas encore publiée. C'est qui veut gagner la première partie du combat?
Ou une partie du combat. Ce serait une partie du combat, effectivement. Bon. En tout cas, je pense que... Ils gagneront sans aucun doute. Sans aucun doute. Bon, en tout cas, ce que les uns et les autres souhaitent certainement, c'est que ce combat soit démocratique, qu'il... Après, tout dépend de la connotation de gagner le combat ici. Hein. Ça peut être ce que Serge a dit. La politique, ça peut être un ralliement, ça peut être... Et puis en même temps, ça met la pression aussi, hein, quand même, quand on sait de qui le dit. Après, il sait que s'il le dit, ça va avoir un certain retentissement. Voilà. Moi, je sais que je peux le dire, donc je peux le dire. Voilà. Il ne faut pas qu'on panique tout de suite sur les mots, puisque nous allons rentrer nous sommes, je pense, dans la période de pré-campagne. Donc, allez, on va vers des élections présidentielles. C'est de gros enjeux. Dans cette période-là, on lâche des mots, que ce soit ici comme aux États-Unis ou en France. Donc, oui, allez. Mais allez, bien sûr, n'allons pas tout de suite sur la... Ces mots ne sont pas passés inaperçus. Ah, ça, c'est clair. Sortant de sa bouche. Voilà. Bon, messieurs et mesdames, on va maintenant tourner la page du levé entendu. C'est l'heure de notre micro-trottoir. 77,5% de la population ivoirienne a entre 0 et 35 ans. Elle est majoritairement composée de jeunes. Quelle vision cette jeunesse a-t-elle de son pays? Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait rêver les jeunes? On suit maintenant Nokana Paleka et Gauthier. Il est dans le micro-trottoir. Bien sûr, la Côte d'Ivoire fait rêver parce qu'il y a beaucoup de potentialités dans notre pays. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certains jeunes qui pensent que l'Occident est le mieux. Or, il y a beaucoup de choses dans notre pays. C'est à nous, en tant qu'Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, de développer notre pays. C'est facile pour avoir du travail en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deux aussi. Il y a les gens qui quittent ailleurs pour venir se chercher. Même les Blancs quittent ailleurs pour venir se chercher ici. Pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas avoir nos rêves ici, pendant qu'il y a les gens qui quittent ailleurs pour venir chercher les rêves dans ce pays-là. Aujourd'hui, c'est quoi? Les gens veulent travailler dans les bureaux. Qu'est-ce que les bureaux? Mon taxi où je suis assis dedans, c'est mon bureau. Tout marche en Côte d'Ivoire. Malgré on est dans le mois de confinement où beaucoup de gens sont en train de pleurer pour dire que c'est chaud, c'est chaud. C'est parce qu'eux-mêmes ont envie de rendre ça chaud. Les jeunes veulent croire qu'il y a du boulot en Côte d'Ivoire. En réalité, il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire ne fait pas rêver. La Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant, c'est plus même Côte d'Ivoire. Avant la Côte d'Ivoire, tout le monde venait en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique de l'Ouest, tous les Africains. Aujourd'hui, nous-mêmes les Ivoiriens, aujourd'hui, dans notre propre pays, même pour manger, on a des problèmes. Moi, j'étais 2 ans dans mon pays, je chôme. Mais je cherche du boulot, je ne gagne pas. Ça fait 5 ans que je cherche du boulot, je ne gagne pas. Aujourd'hui, regarde, au nord, moi je suis du nord. Il n'y a pas une zone industrielle au nord. Je suis obligé de venir sur Abidjan. Voilà. Donc il faut que nos dirigeants investissent au pays. Je pense que la Côte d'Ivoire fait rêver pour un jeune qui est en milieu rural parce qu'il y a beaucoup de possibilités. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités au niveau, n'est-ce pas, de nos régions, en termes d'agriculture, en termes d'élevage. Un jeune qui décide de s'installer à son compte peut avoir des opportunités pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir. Nous, on a envie vraiment de se réaliser. On a envie d'avoir un pays où vraiment on travaille, on a le minimum, si on veut dire. Moi, je suis à la maison, alors que j'ai déjà mes diplômes. Fait comment? Ça ne peut pas donner envie de rêver. Nous-mêmes, on est jeunes, on a envie de partir. Bien. La Côte d'Ivoire, franchement, actuellement, ça ne fait pas rêver. Si en Côte d'Ivoire, ici, il y avait les conditions qu'il fallait pour qu'on puisse travailler, on est à l'aise. Même quand une personne a pu avoir son budget pour développer son activité, il n'y avait pas vraiment beaucoup de petites choses qui l'empêchaient de pouvoir bien réaliser son activité. Franchement, on n'allait pas vouloir aller ailleurs. Tout le monde allait vouloir rester ici. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire fait rêver aujourd'hui pour les jeunes parce qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Comme par exemple l'agence emploi jeune qui nous permet de nous intégrer dans la société. Grâce à l'agence emploi jeune, j'ai réussi à obtenir un stage de perfectionnement. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui fait-elle rêver les jeunes? Moi, je dis, parce que je me considère comme étant jeune, je pense, j'ai encore ce droit-là, je crois. Je pense même que je suis dans la fleur de l'âge, je suis même très jeune. Alors, pour être plus sérieux, j'ai entendu des propos dans ce reportage, mais moi, j'ai pour habitude de dire qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Je veux dire, quand on mange une soupe, allez, soit on l'aime et on continue, soit on la met de côté et on ne crache pas dedans et on continue à manger. Aujourd'hui, vous regardez dans l'immobilier, par exemple, vous regardez dans l'immobilier, par exemple, aujourd'hui, les maisons n'arrêtent pas, le prix des maisons n'arrête pas de grimper. Mais est-ce qu'on dort dehors? Vous me direz peut-être que le coût de la vie devient de plus en plus cher, mais les Ivoiriens arrivent quand même à s'en sortir, ils arrivent quand même à se loger, ils arrivent quand même à trouver du travail. Quand je parle des Ivoiriens, ce n'est pas représentatif de la majorité, en tout cas de la population entière, je te parle de mon vécu. Chacun n'est pas d'accord avec vous. C'est mon point de vue à moi. Je vais terminer très rapidement pour lui permettre de s'exprimer. Mais je considère que cette télé, par exemple, sur laquelle aujourd'hui nous nous exprimons sans filtre, elle vient de sortir de terre.
elle sort de Côte d'Ivoire. On n'est pas en Europe. Pourtant, la plupart des invités qui arrivent ici sur ce plateau se disent mais c'est comme en Europe. Exactement. Mais oui, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire fait rêver. On peut vendre ce rêve-là si on se met au De travail. quel rêve on parle Rayana, De quel rêve on parle? Est-ce qu'on parle du développement du paysage audiovisuel? Est-ce qu'on parle de tous les développements de sociétés qui se font? Mais c'est pas ça le problème. On ne parle pas... Non. Est-ce qu'il fait bon vivre en Côte Tu d'Ivoire? dis qu'il ne faut pas Je cracher dans la Est-ce qu'il est soupe, content soupe qu'on mange parce qu'elle n'est pas bonne, mais si j'ai rien d'autre à manger, je suis obligée d'avaler parce que j'en ai besoin. C'est pas parce qu'on arrive à peut aller planter s'adapter. des légumes Non, et les c'est pas parce récolter, qu'on faire sa propre soupe. Bon, on va laisser les images. Ce n'est pas parce qu'on arrive à s'adapter justement à tout ce qui vient, à la cherté de la vie qui commence à croître de plus en plus, qu'on a envie de rêver avec cette Rayana, situation. vous, la Côte d'Ivoire, vous fait-elle rêver aujourd'hui? Moi, elle me fait rêver, mais je sais que beaucoup, majoritairement, les jeunes ne rêvent pas. Ça s'entend. Moi, je me vois pas aller ailleurs, même si il y a quelques années, j'y ai pensé, mais je ne me vois pas aller ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de les découvrir et de les chercher. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais pour un jeune qui a vraiment envie de réussir, je pense qu'il peut y arriver. Je pense que rien n'est rose nulle part. Et c'est vraiment prendre ce qu'on a. Parce qu'il y a d'autres pays, surtout sur le continent africain, qui n'ont même pas géré le 1/3 des possibilités et de la possibilité, surtout, je dirais, de rêver que la Côte d'Ivoire offre. Moi, pour moi, la Côte d'Ivoire fait rêver. Et moi, je me considère jeune. Et la Côte d'Ivoire me fait rêver. Est-ce qu'on peut résumer tout vos propos par un meilleur rêve est à envisager? Un rêve est un rêve. Je veux dire, vous avez un problème quand vous arrêtez de rêver. C'est ça. Si la Côte d'Ivoire fait arrêter de rêver, dans mon cas, et personnellement, la Côte d'Ivoire me fera arrêter de rêver, quand je continuerai à sortir les matins pour aller au travail et que je verrai des fumées noires, que je verrai des casques, que je verrai des marches à n'en point finir. Mais tant qu'on a ce climat politique et social calme, la Côte d'Ivoire me fait rêver. Parce que je suis moi-même un rêve. 8500, ça c'est juste pour terminer. Ça c'est moi que ça me concerne. 8500 personnes essaient de prendre, de choisir une autre destination, des jeunes. Peut-être que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à créer ce rêve-là en eux. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, il est également le porte-parole adjoint du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. Ça nous fait plaisir que vous ayez accepté l'invitation. Vous pouvez ne pas être évident. Non, on regarde votre calendrier chargé. Il n'y a pas de sous-entendu dans la réponse. D'accord, ok. Monsieur le ministre, on va commencer par des chiffres, si vous le voulez bien. Oui, allons-y. Alors, la BAD et votre ministère avaient avancé des chiffres différents concernant le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Votre ministère, donc, annonçait 2,8%, pendant que la BAD disait que le taux oscillait plutôt entre 70 et 90%. Faux, la BAD n'a jamais dit ça. Qui c'est qui a dit ça? Ces chiffres ont été annoncés par qui, monsieur le ministre? Alors, ce que la BAD a dit, c'est que le taux combiné d'emplois précaires et de chômage dans nos pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Togo, aussi entre 70 et 90%. C'était pas spécifique à la Côte d'Ivoire? Non, ce que je veux dire, c'est que le taux de chômage, ce que la BAD dit, c'est que dans la plupart des pays africains, on a un taux de chômage qui est bas. 1,7% au Togo, 3% au Libéria, 2,8% en Côte d'Ivoire, etc. Mais que ce taux de chômage ne prend pas en compte toute la réalité. Et qu'en plus de ce taux de chômage, il faut ajouter donc le taux d'emploi précaire et d'emploi dans l'informel. Donc quand on combine les deux, on se retrouve par exemple à 90% au Togo, alors que le taux de chômage au Togo est de 1,7%, mais le taux combiné de chômeurs et d'emploi informel est à 90%. Dans le rendu, certains ont réduit le taux de chômage à 90%. Donc la BAD n'a jamais dit que le taux de chômage... Alors je vous invite à lire le rapport 2018 de la BAD, à la page 25 précisément, vous retrouverez donc tout ce que je viens de vous dire. Donc vous êtes d'accord, vous voulez me dire ici que les chiffres annoncés par votre ministère sont en phase avec ce qu'annonce la BAD? Oui, ce que mon ministère dit, c'est que malheureusement, contrairement aux pays européens, etc., et ce que la BAD dit, c'est que la plupart des pays africains ont des taux de chômage qui sont très bas. Mais il ne faut pas se limiter à ce taux. Ce que la BAD nous dit dans son rapport, c'est que plus des pays sont pauvres, plus les taux de chômage sont bas. Parce que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes sont obligés de mener des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Et donc, ces petits métiers ne leur permettent pas souvent de s'en sortir, d'avoir donc un emploi décent, d'avoir des revenus décents, etc. Et donc, voilà. Et donc, en Afrique, on ne peut pas se limiter seulement au taux de chômage tel que défini par le BIT. Il faut aller au-delà de ce taux et regarder la situation des personnes qui sont en vulnérabilité dans l'informel. Ce sont des emplois, monsieur le ministre, vous convenez avec moi, qui ne suffisent pas donc à étayer peut-être la thèse de l'emploi qui est de 2,8%. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, le chiffre de 2,8%, il est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce chiffre ne suffit pas
à lui seul, a décrit la situation donc, de l'emploi dans nos États africains. Il faut tenir compte de tous ces jeunes, au risque de me répéter, qui mettent des petits boulots, qui peuvent travailler un jour sur deux, qui se cherchent, etc. Et qui sont en situation qui frôle le chômage. Parce que le chômage a une définition. Est considéré comme chômeur une personne qui ne travaille pas, qui est en situation de travailler et ensuite qui est à la recherche d'un emploi. Quand vous prenez un étudiant, il ne travaille pas, mais il n'est pas en situation de travailler, il n'est pas à la recherche d'un emploi puisqu'il va à l'école. Donc il n'est pas considéré comme un chômeur. Quand vous prenez une personne, ce qu'on appelle les découragés, qui peut se retrouver à la maison, qui ne travaille pas du tout, mais qui n'est pas à la recherche d'un emploi, il sort de la définition du chômage. C'est pour ça que la définition du chômage est une réalité dans les pays développés, mais dans nos États africains, cette définition ne tient pas compte de toutes les réalités. Et donc, on va au-delà, on ne se satisfait pas de ce chiffre, on va au-delà de ce chiffre pour regarder l'immense majorité de personnes qui sont en précarité, qui sont dans l'informel, qui sont en insécurité du travail. Et c'est à partir de là que nous adaptons notre politique gouvernementale pour tenir compte justement de cette masse de jeunes qui sont en attente de réelles perspectives. Monsieur le ministre, 90% d'emplois précaires, comment vous appréciez-vous ces chiffres? C'est énorme ou pas? Non, pas 90% d'emplois précaires, plutôt 90% d'emplois dans l'informel. Parce que vous avez des gens qui sont dans l'informel qui s'en sortent. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a son salon de coiffure, qui a son lavage d'auto, mais qui n'est pas déclaré, les travailleurs ne sont pas déclarés à la CNPS, qui n'est pas connu des services publics de l'État, mais qui s'en sort avec 1 million, 2 millions, 300 000 francs CFA par mois, il s'en sort. Mais vous avez aussi des gens qui sont dans l'informel, qui sont des petits cireurs, des vendeurs donc, à la sauvette, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on retrouve tout dans l'informel. Maintenant, dans l'informel, vous avez des travailleurs très précaires, donc c'est ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui, comme je l'ai dit tantôt, qui peuvent avoir un travail de telle sorte que, bon, un jour ou deux, ils arrivent à avoir du petit boulot, ou leur fonds de commerce est quasiment au jour le jour, et donc dès qu'il y a un petit accident, ils ne peuvent plus mener donc leur activité. Très bien, monsieur le ministre. On y reviendra, je pense. Mais rapidement, je pense qu'ils sont en situation d'emploi précaire, mais est-ce qu'ils sont pris en compte par vos différents chiffres et statistiques parmi la population active? Ah oui, bien évidemment. Donc quand vous annoncez la création d'emplois pour 200 000 jeunes chaque an, ces jeunes-là sont pris en compte? Oui, ça veut dire que quand ils se débrouillent et qu'ils créent leur propre business. Alors, quand vous aviez dans ce pays, entre 2000 et 2010, près de 400 000 jeunes Ivoiriens qui sortaient de notre système scolaire sans qualification. Donc, en situation de travailler difficilement, sinon de s'orienter uniquement dans le secteur informel pour s'en sortir. Notre priorité a été d'abord de gérer cette situation, d'abord arrêter l'hémorragie, parce que 400 000 enfants chaque année qui sortent du système scolaire sans qualification, mettez ça sur 10 ans, ça fait 4 millions de jeunes. C'est vrai que 77% de la population a moins de 35 ans. Je peux vous dire que nous avons les 14-35 ans qui sont à peu près 35% de la population, autour de 9 millions de personnes. Et donc, il fallait arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il y a eu les réformes de notre système scolaire, les réformes de l'enseignement technique et professionnel, mais il y a aussi les mesures urgentes que le gouvernement a prises, donc les mesures prises dès 2011 pour apporter des réponses urgentes, concrètes, permettre à des jeunes sans activité d'avoir une première activité. On aura l'occasion de Après, je termine, il y a toute cette réforme pour pousser les jeunes vers la formalité, en se déclarant, etc. Et c'est ce que mon collègue des PME est en train de faire actuellement avec le statut du jeune entrepreneur. Ok. Monsieur le ministre, votre ministère, est-ce que votre ministère a une politique conjointe avec les différents ministères, dont celui de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, pour répondre à l'adéquation formation, emploi, dont on parle souvent? D'abord, nous travaillons de concert. Nous sommes un ministère transversal parce que nous gérons certainement les jeunes, mais certains n'aiment pas le mot certainement, mais certainement ça veut dire sans doute, sans équivoque. Donc nous gérons donc les jeunes, mais ces jeunes se retrouvent à l'éducation nationale, se retrouvent à l'enseignement technique, se retrouvent, etc., un peu partout. Vous avez donc le président Ouattara qui a une vision. Donc, cette vision intègre toute cette dimension. Donc, éducation, je vous ai parlé des réformes qui ont été faites. Mais quand les jeunes vont à l'école, qui sont formés dans les bonnes conditions et qui ont des diplômes, il faut qu'ils travaillent. Pour qu'ils travaillent, nous avons l'agence emploi jeune
qui développent donc des programmes pour les aider à travailler, à avoir des stages, etc. Et nous travaillons le ministère de l'Enseignement supérieur avec le ministère de l'Enseignement technique. Vous avez 10 000 jeunes qui sortent de notre système d'éducation technique chaque année, 10 000 diplômés. Donc le défi pour nous, c'est que ces 10 000 diplômés chaque année puissent avoir des stages. Et pour ce faire, nous travaillons avec le secteur privé. Parce que la mobilisation des postes de stage, c'est aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Donc nous sommes un ministère qui est obligé, dans le cadre donc, de la coordination de la politique gouvernementale en matière des jeunes, de travailler avec tous les ministères sectoriels parce que quasiment tous interviennent sur les questions donc, de jeunesse ou de création d'emplois. Est-ce à dire qu'au niveau de l'agence emploi jeune, vous n'attendez pas que les étudiants sortent du système après leurs études pour déjà les confronter à cet environnement? Vous êtes déjà dans les écoles avec des guichets, agences emploi jeune, pour déjà les habituer à se préparer en fait, au monde de l'emploi? Une décision importante a été prise par le président Alassane Ouattara. C'était en début d'année avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était l'ouverture des guichets emploi dans toutes les universités, grandes écoles publiques et privées. À l'université, par exemple, de Cocody, nous avons, avec le personnel de l'université, l'administration de l'université, mis en place un dispositif qui a permis à des milliers d'étudiants de bénéficier des services de l'agence emploi jeune en ayant donc des stages en entreprise, des stages de validation donc de diplômes. Nous sommes en train d'ouvrir des bureaux à l'INPHB donc de Yamoussoukro. J'ai moi-même échangé avec le directeur général de l'INPHB et nous allons le faire dans toutes les universités publiques pour prendre en charge les besoins des jeunes dès le départ. Il ne faut pas forcément attendre que le jeune arrive en fin de cycle ou en fin d'année pour lui chercher un emploi, mais dès l'entame donc de son année d'études, à partir du moment où nous savons que 6 mois ou 9 mois après, il finira par avoir un examen qui va lui demander un stage, le jeune doit être pris en compte. Alors, parlons concrètement de vos activités sur le terrain. Le 1er août 2019, il y a eu le lancement de l'axe 4 du programme social du gouvernement, dont l'objectif justement était d'insérer 500 000 jeunes sur la période 2019-2020. Où en êtes-vous justement avec ce projet et comment est-ce qu'il se décline sur le terrain? D'accord. Alors 500 000 jeunes, c'était l'objectif qui nous avait été assigné. Mais à partir de cet objectif, dans l'approche... A-t-il été atteint d'abord? Je vous réponds. Donc dans l'approche, nous avons échangé avec le secteur privé parce qu'il faut mobiliser les opportunités auprès du secteur privé. J'ai fait le tour de tous mes collègues ministres pour voir les opportunités dans chaque ministère. Et au bout du processus, nous avons pu mobiliser 346 000 opportunités d'insertion des jeunes, stages, entrepreneuriat, tout ce que vous voulez, TIMO, travaux internationaux, pour 141 milliards de francs CFA. Donc du coup, les 346 000 opportunités deviennent notre objectif à partir des ressources qui ont été mobilisées tant au niveau national par le gouvernement qu'auprès des partenaires au développement. La BAD, par exemple, va injecter près de 45 000 milliards dans ce programme. Donc de façon concrète, en 2019, jeunes n'ont pas été insérés. On avait un objectif de 77 000 jeunes à prendre en compte dans nos différents programmes. Nous avons pu faire 73 000 jeunes. En 2019, le secteur privé et l'administration publique, avec tous les concours qui se font, le recrutement exceptionnel au niveau de l'éducation nationale et les enseignants qui ont été recrutés par Mme la ministre Kandia Kamara, secteur privé et l'administration publique, c'est près de 80 000 jeunes qui ont eu une opportunité d'insertion. Si vous faites 80 000 jeunes, plus les 73 000 jeunes que le dispositif de l'Agence emploi jeune à qui le dispositif a pu donner donc des possibilités d'insertion, c'est près de 160 000 jeunes, rien que pour l'année 2019. On avait l'objectif d'un peu plus de 200 000 pour 2020. Il y a eu donc la Covid qui a ralenti notre dispositif. Nous avons réorienté nos objectifs, nous avons revu nos objectifs donc à la baisse. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, c'est près de 80 000 jeunes que nous pourrons donc gérer. Et étant entendu que le président veut que le programme social du gouvernement s'étende après même 2020, nous estimons qu'à partir de 2020-2021, il y aurait des objectifs, plus les autres opportunités qui seront mobilisées, nous pourrons donc les poursuivre. Monsieur le ministre, j'ai juste envie, pour corroborer tout ce que vous êtes en train de nous dire, de vous poser une question à deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que tout va bien au niveau de l'emploi pour les jeunes en Côte d'Ivoire? Visiblement, quand on entend vos chiffres... Je vais parler sans langue de bois. Nous sommes dans une situation difficile. Un pays qui a connu une grave crise entre 2000 et 2010. Où toutes les ressources étaient orientées vers la sortie des crises. Je peux vous dire par exemple très concrètement qu'en 2005 et 2010, c'est 200 milliards par an dans le budget national qui s'est consacré à la sortie des crises. 1000 milliards entre 2005 et 2010. Ces 1000 milliards qui auraient pu en ce moment-là servir à construire des hôpitaux, à faire des écoles, à insérer les jeunes. On n'a pas eu de politique cohérente en termes d'insertion des jeunes pendant 10 ans à cause de nos turpitudes politiques des crises. Mais depuis 2011, nous avons d'abord la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et nous avons un programme gouvernemental
Le programme social du gouvernement, l'axe 4, se décline en 4 composantes. Entrepreneuriat, développement des compétences avec l'apprentissage, etc. Les TIMO, les stages. Je demandais Donc, juste si tout allait bien. Hein. je ne dis pas que tout va bien. Est-ce que ce n'est pas une excuse également qu'on recherche 10 ans après, monsieur le ministre? Mais si je viens dire que tout va bien, ça serait démagogique de ma part. Personne ne croirait, monsieur le ministre. Ce que je dis, c'est qu'il y a une bonne dynamique. Et j'ai écouté le micro-tour 3 que vous avez fait passer, où la majorité des jeunes qui sont exprimés estiment qu'ils se sentent bien dans leur pays et qu'ils ont des perspectives dans leur pays. Donc, le plus important. Il y a une jeune dame qui a eu un stage grâce à l'agence Emploi Jeune. Oui, mais quand vous avez 9 millions de jeunes dans ce pays, et qu'en 10 ans, nous avons pu créer 2 800 000 emplois, dont 1 800 000 emplois pour les jeunes. Mais ce n'est pas suffisant, parce que vous avez 9 millions de personnes en Côte d'Ivoire qui ont entre 15 et 35 ans. Alors, nous ne disons pas que nous avons tout fait, nous disons que la Côte d'Ivoire a renoué avec des politiques cohérentes et il y a des résultats concrets. Vous partez dans toutes les régions du pays aujourd'hui, vous trouvez des jeunes. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Alors, deuxième volet de ma question, si vous me permettez, Brice. Donc, où est-ce qu'on en est avec le projet Agir pour les jeunes, qui a été évoqué à l'occasion de la visite du président dans le Boronou, au cours de laquelle vous avez annoncé la mise à disposition de 317 millions pour les jeunes? Le projet marche bien. Là, je peux vous répondre avec beaucoup de certitude. 10 milliards l'année dernière. Nous avons ciblé 19 500 jeunes. À l'arrivée, c'est 23 000 jeunes qui ont bénéficié donc de ces financements. Agir 2. Là, depuis le mois d'août, nous avons lancé les inscriptions pour la 3e phase d'Agir. 10 autres milliards de francs CFA. Donc, dans le Boronou, c'est des jeunes qui ont bénéficié donc de chèques. La semaine prochaine, dans la Maraoué, près de 900 jeunes vont bénéficier donc de chèques. Ce qui était important pour nous, ce n'était pas seulement de distribuer des chèques aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes auraient pu prendre cet argent pour aller faire autre chose. On l'a vu. Je ne lance pas de pierre dans le jardin de qui que ce soit. Non, mais il y a eu des fonds sociaux par le passé où la plupart des ressources ont été remises aux jeunes, ont servi à aller à l'aventure. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'encadrement. Tout jeune qui bénéficie d'un financement, doit être formé. Donc avec la COPEC, on s'assure que ces jeunes ont un minimum de formation en comptabilité lorsqu'ils veulent faire du commerce, etc. Et c'est tout le dispositif d'encadrement du jeune qui nous assure que les jeunes mènent réellement leurs activités et ça leur apporte quelque chose. 70% des jeunes qui ont bénéficié du programme dans la phase 1 ont remboursé cet argent. J'ai été moi-même sur le terrain, à Yamsokro, le jeune Kofi que j'ai vu, et d'autres jeunes que j'ai vus à Daloa. Combien il y en a eu et je suis jeunes qui ont bénéficié de ce programme? Il y en a eu combien? Alors, 23 500 jeunes. Et nous lançons encore pour 10 milliards, pour à peu près 23 500 jeunes. Mais moi, je suis heureux en tant que... Ils sont nombreux ceux qui ont réagi lorsqu'on a annoncé notre page Facebook, on devait recevoir. Pour dire, on n'a pas reçu, on n'en a pas bénéficié. Mais c'est normal, parce que 23 500 jeunes, ce n'est pas tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est sûr. On a fait un programme dans la phase 2, il y a eu 100 000 jeunes qui sont inscrits. Sur les 100 000 jeunes qui sont inscrits, il y a 39 000 qui ont été formés. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes-là justement qui regardent? Alors, sur les 39 000 qui ont été formés, 23 000 ont eu un financement. Donc, 18 000 n'ont pas pu avoir des financements. Ce que nous avons demandé, c'est qu'ils seront priorisés dans la phase 3 qui vient de commencer. Qu'ils aillent s'inscrire. Les guichets emploi sont ouverts, qu'ils aillent s'inscrire pour saisir leur chance. Monsieur le ministre, parmi tous ces exemples que vous avez donnés, est-ce qu'il y a un cap en particulier dans le programme Agir 2 et même Agir 1 qui vous a particulièrement marqué en termes d'expérience, en termes de retour? Oui, moi je reviens sur ma visite à Yamsokro. Le jeune dont j'ai parlé qui est chauffeur de taxi, qui a eu 1 million de francs CFA, qui lui-même s'est débrouillé pour avoir un autre million, qui a acheté son taxi et qui me dit, monsieur le ministre, je fais un chiffre d'affaires de 10 000 francs par jour. Ou cette dame que j'ai rencontrée, qui vend donc le pain traditionnel, qui n'a eu que 800 000 francs CFA, et qui me dit que pendant les périodes de fête, elle fait jusqu'à 200 000 francs de vente jour. Et qu'avec le Covid et autres, elle est entre 20 000 et 30 000 francs jour. Donc voici des jeunes qui, avec des petits financements, avec la formation réussie, avec la conscience professionnelle qu'ils ont, qu'ils arrivent à mener des activités et qu'ils réussissent leurs activités. Je parle de ce dernier qui a eu sa boutique, qui travaille d'abord avec des Sénégalais, qui grâce à Agi, qui grâce à Agi a eu sa propre boutique, qui me dit qu'il fait entre 30 et 50 000 francs de chiffre d'affaires jour. C'est possible. Ils existent. Et moi, c'est une fierté, c'est une satisfaction personnelle. On va parler de l'immigration clandestine, si vous le voulez bien, monsieur le ministre. En 2017, j'espère que vous ne direz pas faux encore. En 2017, selon... Si c'est vrai, je dis vrai. Moi, je sais, monsieur le ministre, je vous rassure. Selon le rapport du Centre de volontariat international, le CEVI, je crois que vous êtes au courant de ce rapport, c'est une ONG italienne, c'est environ 8 753 migrants ivoiriens qui ont franchi les côtes italiennes. Comment expliquez-vous qu'avec tout ce que vous proposez, avec toutes ces belles perspectives de cette Côte d'Ivoire qui fait rêver, il y a 8 753
Ivoiriens qui ont décidé de partir à l'aventure. Comment vous expliquez ça, monsieur le ministre? 8753, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si vous mettez ça en perspective, avec 77% de la population qui a moins de 35 ans, on est 26 millions d'habitants, donc autour de 18 à 19 millions de personnes qui ont moins de 35 ans, près de 9 millions de personnes qui ont entre 14 et 35 ans, donc potentiellement en situation de partir. Vous parlez de 8000 personnes. Nous avons 9 millions donc, de jeunes dans notre pays, c'est 0,1%. Donc ce chiffre reste marginal par rapport au grand nombre de jeunes qui constituent donc... Est-ce que vous entendez? Non, j'arrive. Donc ce que je veux dire, je ne suis pas en train de justifier le fait qu'ils partent ou pas. Je veux que le débat reste dans une proportion juste et non partir de cette situation pour dire que tous les jeunes sont en train de partir. Moi, j'ai écouté, comme j'ai dit, le micro-trottoir. Je ne sais pas, vous avez interrogé près de 5 ou 6 personnes, mais c'était un échantillon. Mais la majorité de ces jeunes qui ont parlé disent qu'ils sentent bien dans leur pays, qu'il y a des perspectives dans leur pays. Il y a une dernière qui n'ont pas le choix, comme il y a une ministre. dernière qui a parlé, qui dit que non, elle n'a pas de stage, elle est à la maison, elle ne fait rien, donc elle ne rêve que de partir. Quelle est la situation que nous avons? Beaucoup de jeunes décident de partir parce qu'ils pensent qu'il y a mieux ailleurs. Et ils pensent qu'il y a mieux ailleurs. Et la situation économique difficile dans laquelle ils sont les pousse à partir. Beaucoup de jeunes s'en vont aussi parce que ça devient un fait culturel. Il y a des familles qui poussent les enfants à partir, des familles qui se cotisent pour faire partie des enfants. Il y a des jeunes, moi je suis des Dalois quand même. Je suis député des Dalois, c'est la première ville de départ. J'ai quand même eu l'opportunité d'échanger avec les jeunes de ma ville. Des jeunes qui avaient donc des activités, et qui étaient dans le commerce, qui avaient des activités qui leur portaient des ressources, qui ont tout vendu pour partir. Parce que dans l'illusion donc d'avoir beaucoup plus qu'ils ne gagnent donc, dans leur pays. Il y a des familles qui poussent les jeunes à partir. Mais il y a aussi les filières clandestines. Parce que ces jeunes-là, ils ne s'envolent pas pour partir. Il y a des réseaux mafieux qui organisent des départs, avec souvent l'exploitation qui se fait donc de ces jeunes, etc. Alors, il y a peut-être ces jeunes-là, parmi eux, il y a ces jeunes-là également qui n'ont pas eu des réponses adéquates que le gouvernement leur a proposées face à leurs difficultés. Justement, oui, mais si vous me le permettez, pour emboîter le pas à mon très cher ami Brissano, vous semblez très à l'aise avec les chiffres, notamment qui ont affaire à votre ministère. J'ai juste envie de poser quelques questions arithmétiques. Combien de jeunes en Côte d'Ivoire avons-nous dans la population active en âge de travailler? Alors, est-ce que vous avez ces chiffres-là? Oui, je vais vous dire. La population active en Côte d'Ivoire tourne autour de 12 à 13 millions de personnes. Vous avez dit tout à l'heure que des chiffres sont dérisoires par rapport à ceux qui partent et qui n'ont pas leur chance. Non, attendez. Vous avez entre 12 et 13 millions de populations actives. Je vous ai dit que les jeunes qui ont entre 14 et 35 ans sont autour de 9 millions de personnes. C'est-à-dire l'écrasante majorité donc, de la population active. Ma question est très simple, monsieur le ministre. En 2010, oui. En 2011 oui. et 2020, oui. Combien de jeunes vous avez réussi à insérer dans un tissu Mais j'ai répondu à la question. Je vous ai dit qu'entre 2011 et aujourd'hui, c'est 2 800 000 personnes qui ont eu un emploi dans notre pays, au niveau du secteur privé, au niveau du secteur public, dans l'informel, dans le secteur agricole. Sur combien de millions de jeunes actifs et que sur les 2,8 millions, il y a 1,8 million 800 000 jeunes qui ont pu avoir une opportunité. Et j'ai pris le soin de dire que ce n'était pas suffisant. Parce que quand vous avez un stock de 9 millions de jeunes et que par la politique gouvernementale, on arrive à donner des opportunités à 1,8 million, ça reste insuffisant. Mais c'est beaucoup mieux que par le passé. Parce que pendant longtemps, les emplois étaient détruits dans ce pays. Jean-Luc Bion disait par exemple qu'en 2004, lorsqu'il y a eu les manifestations ici à Abidjan, où c'était la chasse aux Français, etc., des entreprises ont été cassées. Là, on part dans la politique, près de 30 000... Non, mais j'ai eu les réponses aux questions. Mais il faut quand même des références. Il y a eu quand même 30 000 emplois qui ont été perdus en quelques jours. Nous avons renoué avec la création d'emplois, nous avons une bonne dynamique. Nous ne disons pas que tout est réglé. Mais si cette dynamique continue, le plus important, c'est de donner des opportunités, des possibilités. Et on aura de moins en moins de jeunes qui choisiraient de Mais c'est notre rôle. On se bat tous les jours aux côtés du chef de l'État, justement, pour créer ces opportunités, pour empêcher, justement, que des jeunes tombent dans la facilité en pensant qu'ailleurs, c'est mieux. Parlant d'empêcher, vous avez fait le constat, on a tous fait le constat de ces migrants ivoiriens qui ont déjà pris le chemin du départ. Quelles sont les actions concrètes ou les actions de sensibilisation que vous menez pour éviter d'avoir cette hémorragie au niveau des départs, au niveau des jeunes? Alors, la structure que vous avez citée, nous travaillons donc avec cette structure.
Le gouvernement italien a mobilisé près de 700 millions de francs CFA qui nous a permis aujourd'hui à Bobo, à Daloa, d'installer donc des jeunes. Les jeunes migrants qui sont de retour, nous avons un programme avec le ministère de l'intégration africaine et souvent avec l'aide de l'Union européenne pour aider donc ces jeunes à se réinsérer. Formation, apprentissage et puis mise à disposition donc de ressources pour que ces jeunes s'installent. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer la sensibilisation, mais il faut surtout démanteler tous ces réseaux mafieux qui exploitent donc la situation difficile de ces jeunes. Est-ce que des réseaux ont déjà été démantelés grâce à votre action? Bien sûr, le gouvernement a travaillé dans ce sens avec la coopération internationale. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes ont été arrêtées. Merci, monsieur le ministre. On va aborder un tout petit peu la question de la présidentielle. De nombreuses manifestations ont lieu en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous les appréciez en même temps que nous. Quel regard vous portez sur ces manifestations? Quelle est votre appréciation, monsieur le ministre? Écoutez, d'abord par principe, dans un processus démocratique, le droit à manifester est un droit, surtout dans notre pays, qui est constitutionnel. Maintenant, ce droit à manifester est encadré par la loi. Ce que je dénonce, ou ce que nous dénonçons, c'est le caractère violent de ces manifestations, où on s'attaque à des biens privés, où on casse des bus, on tue des gens, on coupe donc des arbres pour empêcher donc des populations de circuler. Et vous avez constaté, mais ces manifestations sont le fait de groupuscules violents. Il n'y a même pas une adhésion des populations. Donc une minorité ne peut pas s'imposer par la violence. Vous avez attribué certaines de ces manifestations à l'opposition. Il n'y a pas certaines. Toutes ces manifestations sont le fait de l'opposition. Donc, celles dont vous venez de parler, notamment celles des casseurs, qui n'ont pourtant pas été revendiquées par des groupes d'opposition, vous les attribuez quand même à l'opposition? Mais si je voudrais être méchant, je dirais qu'ils sont lâches. Le fait d'envoyer des jeunes cassés et ne pas être capables d'assumer. Monsieur le ministre, je me rappelle également de propos de vous, notamment, enfin quand je dis de vous, de votre parti, parce qu'on se souvient, moi j'aime bien m'attarder sur cette visite du président dans le Moronou. Il a dit, et je répète, il a demandé à la jeunesse donc de ne pas se laisser manipuler par les politiques. Alors qu'on sait que lorsque vous étiez dans l'opposition, vous avez vous-même appelé les jeunes à sortir et à manifester. Plus globalement, vos militants, parmi lesquels il y avait des jeunes, monsieur le ministre. Oui, mais... Deux poids, deux mesures. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui, cette politique? Non, ce qui est en cause, ce n'est pas qu'on appelle des jeunes à manifester ou on appelle ces militants à manifester. Ce qui est en cause, c'est que pour des raisons qui n'en sont pas, on demande à des jeunes non pas d'aller manifester pacifiquement, etc. On donne, parce que moi j'ai beaucoup de témoignages de certains jeunes, on leur donne de l'argent pour acheter du couteau, ce bois, et puis on leur demande d'aller faire des piquets, de casser, de faire... Il y a quand même des jeunes qui ont été arrêtés, certains ont témoigné. Vous avez des résultats d'enquête de ces casseurs-là? Vous avez des conclusions de police qui vous disent que... Mais les enquêtes sont en cours. En tout cas, ceux qui ont été pris sur les faits... Là, vous avez donné des conclusions, là? Non, je dis que en tant que ministre de la Jeunesse, vous pouvez concéder que je sois quand même en contact avec certains jeunes et que je parle avec eux. Je reçois même jeudi certains qui ont décidé donc de témoigner, qui ont décidé de se désolidariser. Ce que je dis, c'est que ce qui est en cause, ce n'est pas la liberté de manifester. Ce qui est en cause, c'est d'instrumentaliser ces jeunes-là pour faire des casses, pour piller, dans une logique insurrectionnelle. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Il faut reconnaître, monsieur le ministre, qu'il y a une interdiction de manifester en ce moment en Côte d'Ivoire? Non. Ce qui a été interdit, c'est les manifestations dans les rues. Dans les rues? Sinon, tout le monde, les partis politiques, du pouvoir, de l'opposition, peuvent se réunir. D'ailleurs, vous avez vu que le président Bédié a fait une grande manifestation à Yamoussoukro. Ils n'ont pas été inquiétés, il n'y a eu aucun problème. Mais si manifester dans les rues doit déboucher à des attaques contre des citoyens qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous revendiquez, les empêcher d'aller au travail, d'aller dans leur champ, les empêcher de circuler
s'attaquer à des biens, brûler des concessions, mais un gouvernement responsable prend ses responsabilités. Merci, monsieur le ministre Touré Mamadou, d'avoir été avec nous sur notre plateau. Malheureusement, le temps imparti pour cet entretien s'achève. On a été très heureux et très honoreux de vous avoir sur notre plateau. Moi on aura aussi. certainement d'autres occasions. Les élections arrivent. Vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement. Certainement qu'on voudra. S'ils acceptent de venir au débat, parce que souvent ils fuient le débat. Bon, d'accord. on le saura. Les portes de Live TV sont ouvertes, comme dit Serge. Nous avons été très heureux, mesdames et messieurs, de vous proposer ce rendez-vous. On sera là demain sur le même plateau avec notre équipe de chroniqueurs au taquet, au grand complet. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Cha 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 cha